Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, on va attendre peut-être quelques petites minutes, histoire que tout le monde se connecte sur le chat pour le webinaire. Merci en tout cas à tous d'être présents et de participer avec nous à ce webinaire qui est sur Pourquoi investir à Paris. On va passer ensemble une petite quarantaine de minutes. On va pouvoir discuter sur l'opportunité. Est-ce que investir à Paris est une bonne opportunité ou pas? Alors moi, je me présente, donc je suis Axel Valenzi, je suis Head of Sales chez Beanstalk. Et Mathieu, tu veux te présenter également? Du coup, moi, c'est Mathieu Avette. Je suis en charge de l'expansion et de la market intelligence chez Beanstalk. Alors, qu'est-ce que c'est Beanstalk? Tu peux faire un petit Du rappel? coup, Beanstalk, on va peut-être commencer effectivement par là avant de rentrer dans le sujet. Beanstalk, c'est une plateforme d'investissement locatif clé en main. C'est-à-dire qu'on accompagne des investisseurs, c'est-à-dire des monsieur et madame, absolument tout le monde, à investir dans l'immobilier. On les accompagne à faire un investissement locatif de A à Z, c'est-à-dire en leur trouvant le bien, en leur proposant des biens qu'on a sourcés auprès de nos clients, des biens qui sont off-market, et en les accompagnant tout au long de la transaction, du financement à l'acte authentique, à la gestion des travaux, jusqu'à la gestion locative. Donc voilà, c'est ça que c'est ce qu'on fait chez Beanstalk. Du coup, Paris, c'est vrai que c'est un marché qui est assez fort pour nous, sur lequel beaucoup de nos clients ont investi et souhaitent investir. Mais c'est vrai qu'on a aussi beaucoup de questions sur finalement pourquoi investir à Paris, puisqu'on dit souvent que Paris, c'est trop cher. C'est ça, on dit toujours, Paris, c'est une ville où les prix de l'immobilier sont beaucoup trop chers. On va avoir de rentabilités qui vont être beaucoup moins importantes que dans certaines petites villes ou même villes moyennes de France. Nous, en fait, ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, c'est justement, est-ce que c'est vrai? Si, comme on le pense, clairement, vous l'avez compris, ce n'est pas vrai et que investir à Paris est une très très bonne idée et un très très bon moyen de pouvoir rentabiliser un investissement, où il est intéressant d'investir à Paris et dans quel type de projet. Donc Mathieu, je te laisse un petit peu démarrer sur cette partie. Déjà, on va peut-être commencer par présenter rapidement Paris, parce que je pense que c'est important de redonner un petit peu de contexte de ce qu'est Paris à l'échelle de la France et aussi finalement à l'échelle européenne et même mondiale. Paris, c'est plus de 2 millions d'habitants dans une région de l'Île-de-France qui fait plus de 12 millions d'habitants et c'est 33% du PIB de la France. Donc c'est un tiers du PIB de la France, c'est absolument énorme. Donc il y a une concentration de toute l'activité économique et de la création de richesses, sans compter la partie forcément du pouvoir politique qui est centralisé ici. En plus de ça, c'est une des villes les plus connectées au monde, de par son système de métro, de RER, 7 stations, 7 gares TGV et ces trois aéroports. Donc c'est une ville ultra connectée, centrale à l'échelle française, centrale à l'échelle européenne, avec notamment sa place boursière. Et du coup, c'est vraiment une ville très où l'attention est très importante, tant au niveau de l'achat qu'au niveau de la location. Alors, j'en profite parce que je vois qu'on a une première question. N'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le chat. On ne va pas y répondre tout de suite, on y répondra à la fin. Donc prenez le temps, comme ça, mettez tout ce que vous avez et on pourra échanger de manière plus efficace à la fin. Pour revenir effectivement sur la force de Paris, c'est qu'également, on se dit Paris est une ville qui est très chère. On est aujourd'hui sur des prix moyens de 10 500 euros le mètre carré, ce qui peut paraître élevé. Si on prend une comparaison avec Londres, qui est une grande capitale qui est juste voisine, qui est une ville beaucoup, beaucoup plus étendue que Paris, et donc qui peut avoir beaucoup plus de foncier, clairement, on est sur des prix moyens au mètre carré à 15 000 euros. Évidemment, on va avoir des coins de Londres qui seront moins élevés, mais on peut avoir des quartiers où on va atteindre le 23 000 euros le mètre carré sans aucune difficulté. Donc on voit bien que déjà le premier point, c'est que Paris a encore un potentiel très très important d'évolution et d'augmentation. Ce qu'il faut savoir, c'est que Paris a connu une augmentation de ses prix de plus de 20% sur les 5 dernières années, ce qui est quand même assez important. On parle aujourd'hui de stagnation. Déjà, on sait très bien qu'à Paris, quand on parle de moments un peu compliqués, on est à la limite sur vraiment une stagnation ou une baisse de 1%, ce qui est relativement faible. On sait que dans certains quartiers de Paris, certains arrondissements qu'on verra après, il n'y a pas de raison finalement qu'on arrive à avoir une augmentation. Quand on voit des arrondissements dont on parlera après plus précisément, ou des quartiers qui étaient il y a 5 ans à 7 000 euros du mètre, et aujourd'hui les biens s'arrachent clairement à 9 500 euros, même minimum, ouais, même plus dans les 10 000 euros du mètre, on voit qu'il y a une progression qui est
largement forte et qui ne demande qu'à continuer. Clairement, on sait que la progression du prix au mètre carré à Paris ne va que continuer dans les années à venir. Donc finalement, ce que tu dis, c'est que Paris, c'est une réserve de valeur, c'est que c'est un des endroits les plus safe, c'est le choix de la sérénité d'investir à Paris. Et d'ailleurs, si on parle de ce premier mètre carré qui est cher et que demain, toujours ce risque de, là, actuellement, il y a de l'inflation, demain, les prix, là, le marché, il est en surchauffe, on est sur une bulle, le marché va exploser. Il suffit de regarder la dernière crise qu'on a eue, la crise des subprimes en 2008, et l'immobilier, en fait, a bien résisté. L'immobilier en 2008, c'est moins 8%, les prix ont fait moins 8% à l'échelle du marché national en France et seulement moins 3% en moyenne à Paris. Donc, c'est une baisse qui est très minime et qui représente même pas finalement un an d'augmentation, un an de croissance des prix. Donc, c'est très, très faible. Donc, c'est une vraie réserve de valeur qui a su résister à la crise de 2008. Ensuite, donc ça, c'est vraiment sur la partie rassurée, finalement, sur la partie du prix, que le prix est cohérent, qu'il y a encore une marge de manœuvre, ce qui est quand même important. Parce que même si l'investissement peut être patrimonial, c'est toujours appréciable de savoir qu'il y a une marge de manœuvre, que d'autres villes le font avec la même typologie de biens et de revenus. Maintenant, il y a un autre sujet, parce qu'on parle d'investissement locatif. Dans l'investissement locatif, il y a locatif et donc il y a locataire. Le point le plus important, finalement, aussi à Paris, c'est cette tension locative qui est exceptionnelle, qui est unique en France. Je pense que voilà, s'il y en a parmi vous qui ont cherché un appartement à Paris quand vous étiez étudiant, vous l'avez tous vécu et ça continue. Il y a eu une petite baisse légère pendant le Covid et c'est revenu 2 fois plus fort maintenant. Qui était cohérente. Une baisse qui était cohérente. On n'avait pas envie de bouger. Il y avait beaucoup moins d'étudiants étrangers en plus qui étaient présents. Et encore une fois, même s'il y avait une baisse, il y avait une baisse qui était très relative. C'était une baisse légère pour Paris, mais qui maintenait quand même, qui garantissait une tension locative exceptionnelle. Vous aviez quand même une trentaine de dossiers qualifiés sur un appartement en plein Covid. Mais maintenant, on est revenu à plus de 100, 200 dossiers par appartement vraiment sur les loyers du marché, sur les loyers qui sont des loyers de l'encadrement des loyers. Donc, à des prix qui sont tout à fait cohérents. À Paris, c'est 64% de locataires. Il faut quand même savoir que la moyenne nationale est à 43%. Pourquoi ? Parce que comme on l'a dit, c'est cher Paris. On l'a dit tout à l'heure. Donc, c'est pas forcément c'est difficile d'acheter sa résidence principale. Donc, on a beaucoup de locataires. Mais malgré tout, il y a beaucoup de gens qui veulent y habiter pour tous ces attraits. Donc, il y a une grande difficulté pour se loger à Paris, ce qui explique du coup une forte tension locative. De plus de ça, il y a peu de foncier à Paris. C'est-à-dire Paris, grosso modo, il y a quasiment plus de terrain foncier. Et comme il n'y a plus de foncier, il n'y a plus de construction, il n'y a plus de nouveaux logements. Donc, on est à un parc qui est à peu près une taille fixe. Les 2-3 constructions qu'il peut y avoir, c'est principalement mené par la mairie de Paris et ça va souvent être des logements sociaux. Ou ça va être excessivement cher, ça va être des projets de luxe, surtout des réhabilitations qu'on va avoir. Voilà. Donc, du coup, actuellement, on a un parc qui est insuffisant, un nombre de logements à Paris qui est insuffisant pour absorber la demande, et c'est le cas depuis des dizaines d'années. Donc ça, c'est sur la tension locative. Et ça, c'est extrêmement rassurant pour un propriétaire. C'est la tranquillité. C'est la sérénité de se dire, demain, j'ai un locataire qui part, il peut partir en décembre, il peut partir le 31 décembre. Je sais que voilà, par exemple, si vous voulez en meubler, vous aurez 1 mois de préavis. Vous n'aurez pas besoin d'attendre 1 mois. Au bout d'une semaine, vous aurez déjà reçu une dizaine, une centaine de dossiers pour relouer avec des excellents profils. C'est pas impossible, oui, c'est pas impossible du tout, c'est même très courant d'avoir une vacance locative à zéro. Vous avez un locataire qui part le 30 juin, vous savez que le 1er juillet, votre appartement est loué directement. C'est quand même un des gros avantages de Paris. Et si on parle donc de tension locative forte, si on parle de prix au mètre carré très élevé, ça veut aussi dire que bien sûr les loyers sont élevés. Alors on a un encadrement des loyers qui va venir réduire les loyers qu'on pouvait espérer, qu'on avait même à l'époque, mais on reste quand même sur des montants de loyers qui vont garantir, on va y revenir après, mais un niveau de rentabilité qui sera quand même très cohérent. Ce qui fait qu'on va pouvoir allier à la fois le côté patrimonial, mais également une rentabilité pertinente. On va voir pourquoi avec Mathieu qui va vous donner plein d'informations sur tout ce qu'on ne regarde pas forcément à premier abord, comme la taxe foncière, les charges ou autres. Exactement. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'était trop cher. Et du coup, quand c'est trop cher et quand on fait que à l'émotionnel, l'idée, on fait de l'investissement locatif, il faut calculer la rentabilité, tout simplement. Donc, il faut passer par les chiffres et voir concrètement ce que ça donne. La rentabilité, vous avez la rentabilité brute, c'est-à-dire les loyers que vous touchez sur une année divisé par finalement sur le budget global de votre investissement.
mais c'est une rentabilité qui est erronée parce qu'elle ne prend pas en compte plein de dépenses que vous allez avoir. Deux dépenses très importantes et qui vont fluctuer notamment en fonction de la ville, hein, la première, c'est la taxe foncière. La taxe foncière, du coup, elle est locale, elle va dépendre principalement du coup de votre adresse et de la surface et la typologie de votre bien. Et là-dessus, par exemple, la taxe foncière à Paris, elle est extrêmement basse. C'est une des plus basses de France, notamment au niveau du loyer. Pour un 22 mètres carrés à Paris, un studio de 22 mètres carrés à Paris, vous avez une taxe foncière d'environ 330 euros. Ce qui représente un 22 mètres carrés à Paris, vous serez environ dans les 900 euros, en fonction de l'arrondissement, dans les 900 euros de loyer. Donc, on est sur un tiers de loyer. Voilà, donc on est sur un tiers d'un mois de loyer. Vous êtes sur une semaine, allez, 10 jours de loyer pour rembourser votre taxe foncière. Si vous allez, par exemple, à l'est de Paris, à Montreuil, votre taxe foncière pour la même surface, un studio de 22 mètres carrés, vous serez plutôt dans les 550 euros. Donc à Montreuil, vous aurez un loyer qui est plus bas, parce que vous ne serez pas sur un loyer, vous ne serez pas à 900 euros, loin de là. Mais vous êtes sur une taxe foncière qui est déjà 60% plus importante. Et on peut même aller, par exemple, à Créteil, qui est au sud-est de Paris, un petit peu en dessous, dans le Val-de-Marne. Vous êtes à un peu plus de 700 euros pour la même surface, un peu plus de 700 euros de taxe foncière. Donc là, vous êtes à plus d'un mois de loyer pour rembourser votre taxe foncière. Et si on prend l'exemple vraiment, alors, qui est peut-être extrême, d'une ville comme Montpellier, où effectivement, on nous dit souvent que Montpellier, il faut y investir. Ce n'est pas du tout un mauvais choix d'investissement, loin de là. Mais on sait qu'on a une taxe foncière qui peut atteindre 2 mois et demi de loyer. Ce qui veut dire que quand vous avez votre premier calcul de rendement, si vous ne vous arrêtez qu'au rendement brut, comme le font beaucoup d'influenceurs ou autres sur YouTube, on va avoir une rentabilité qui va être effectivement très importante. Sauf que quand on applique justement la taxe foncière, et les charges de copropriété, on se rend compte que ça chute. Et c'est là où, à Paris, justement, on bénéficie de cette chance d'avoir une taxe foncière qui est extrêmement faible. Et généralement, également, des charges sur les immeubles, ces immeubles anciens avec des charges qui sont généralement assez faibles. C'est ça. Ça, on verra un peu quel type de bien regarder à Paris. Mais c'est quelque chose aussi qui est à toujours regarder et vérifier. Ouais. Donc, on a un marché qui a de la marge de progression, on a un marché qui est en réserve de valeur, qui est un petit peu patrimonial, avec un potentiel de plus-value. On a une tension locative qui est exceptionnelle et unique en France. Et on a autre chose, c'est un autre point qui est très important à prendre en compte pour un investissement à Paris, c'est la liquidité à la revente. C'est-à-dire que demain, si vous voulez mettre en vente votre appartement, si vous le mettez au prix du marché, dans les quelques semaines après la mise en annonce, votre bien il sera vendu. Vous aurez des acquéreurs et vous aurez finalement le choix de choisir votre acquéreur et probablement des offres comptant. Il y a beaucoup de personnes qui, sur Paris, achètent comptant, ce qui va réduire les délais et les incertitudes sur le fait que la transaction aille au bout ou non. Donc ça, c'est extrêmement important quand on fait un investissement. C'est la capacité à se dire demain, j'ai sécurisé de l'argent dans cet investissement. Demain, je peux le ressortir, garder l'investissement que j'ai initial, c'est-à-dire que je n'ai pas perdu d'argent et surtout, je peux récupérer rapidement mon argent. Ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte lorsqu'on réalise de l'investissement, si on a envie d'être un petit peu flexible sur la gestion de son patrimoine. C'est ça, c'est qu'on va pouvoir avoir également, donc on se dit qu'en investissant à Paris, on va pouvoir se garantir une sérénité, enfin une garantie de tranquillité, parce qu'on sait que quel que soit nos choix de vie, parce que parfois il y a des choix de vie qui font qu'on doit vendre, qu'on veut rester, qu'on ne peut pas forcément vendre, on pourra être maître de notre destin. Quand on prend des villes qui sont pertinentes aujourd'hui, comme Nantes ou Bordeaux, la liquidité n'est pas la même. Il peut y avoir un petit délai et c'est des villes qui peuvent être soumises à des fluctuations de marché. On prend l'exemple de Bordeaux qui a eu une envolée des prix en 2017-2018 avec l'arrivée de la LGV et qui ensuite a vu tous ces prix stagner. Ce qui fait que la revente des biens, pour quelqu'un qui avait acheté en 2015, 2016, même 2017, s'il voulait vendre en 2021, ça allait être plus compliqué. Alors évidemment, je parle de biens classiques, pas de biens extrêmement bien placés. À Paris, vous savez que quoi qu'il arrive, quel que soit votre choix, vous pouvez acheter, vous allez revendre dans 99,9% des cas, vous allez pouvoir revendre en récupérant au moins votre mise, si ce n'est de faire une plus-value, et vous allez pouvoir revendre très rapidement. Donc, vous savez que vous allez louer facilement, vous savez que vous allez avoir une rentabilité qui va être pertinente parce que vous avez des taxes foncières qui est faible, vous avez des charges qui est faible, et vous savez que vous allez pouvoir revendre assez rapidement.
Bien sûr que vous avez la possibilité dans d'autres villes, hein, que chez Unstock on propose, d'avoir des rentabilités qui sont plus intéressantes, comme à Avignon, comme à Perpignan, comme à Marseille. Mais aujourd'hui, voilà, on reste vraiment axé sur Paris. On fera probablement d'autres webinaires sur ces villes-là. Mais sur Paris, on sait que si vous avez envie de passer le cap, mais que vous avez une crainte, que vous avez peur de passer 2, 3, 4 mois sans avoir de locataire et donc avoir une vacance locative forte qui peut vous mettre en difficulté, vous n'aurez pas ces difficultés à Paris. Donc, c'est vraiment faire un choix de sécurité. Après, on mentionne depuis tout à l'heure, on parle de charges relativement faibles, même très faibles. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre vision, enfin en tout cas la stratégie qui a été mise en place après de longues études par Mathieu, c'est d'acheter à Paris des petites surfaces, vraiment des petites surfaces, on va être entre 15 et 22 mètres carrés, même entre 11 et 22 mètres carrés, pas plus. Ça peut aller un petit peu plus loin. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi c'est plus pertinent d'acheter finalement un 22 mètres carrés à Paris que d'acheter, je ne sais pas, à Bordeaux justement, pour le même prix, un 65 mètres carrés? Ok. Mais je vais prendre la comparaison plutôt avec Lyon. Prenons Lyon. Voilà, J'avais dit Bordeaux, mais prenons Lyon. C'est la deuxième ville de France. Très bien. Et c'est vrai que Lyon, c'est une ville aussi où l'immobilier a explosé. Hein. C'est une ville sur laquelle il y a eu 50% d'augmentation en 5 ans. C'est absolument énorme. C'est une ville dont on nous parle souvent et qui peuvent un petit peu se comparer. C'est intéressant de voir les différences. Donc, si on prend un studio à Paris, déjà à Paris, vous avez un des avantages, c'est que vous avez des très petites surfaces. C'est-à-dire que vous pouvez aisément trouver des studios de 12, 13, 14 mètres carrés, voire un peu plus. Quand dans d'autres villes, par exemple, si je parlais tout à l'heure de Créteil, vous ne trouverez quasiment pas de studio en dessous de 20 mètres carrés. À Lyon, ça va être un petit peu la même chose. Vous allez plutôt trouver des studios qui sont un peu plus grands, c'est-à-dire en général supérieurs à 20 mètres carrés. Donc, du coup, si vous achetez un studio à 6000 le mètre à Lyon, un 20 mètres carrés, ou si j'achetais environ un 12 mètres carrés à 10 000 le mètre à Paris, bah finalement, en budget d'investissement, vous êtes grosso modo, vous êtes sur le même budget d'investissement. Vous serez autour des 120, 130, 140 000 euros pour le prix d'achat. Or, bien sûr, tous les frais annexes de rénovation, les frais de transaction et les frais d'agent. Vous serez à peu près sur la même enveloppe. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, donc on parlait tout à l'heure de la taxe foncière, vous allez avoir une taxe foncière qui sera plus basse sur votre petit studio à Paris que sur, par exemple, le studio un peu plus grand à Lyon. Et après, ce qu'il faut regarder, c'est les loyers. Votre petit studio de 14 mètres carrés, 15 mètres carrés à Paris, vous allez pouvoir commencer à le louer à 600, 700 euros. Oui. En respectant l'encadrement des loyers. C'est ça qui est important, c'est qu'on respecte la réglementation en place. Il se trouve qu'à Lyon, il y a également la réglementation, l'encadrement des loyers. Et du coup, l'encadrement des loyers fait que votre studio, qui est plus grand, hein, mais qui est finalement sur le même budget, vous allez louer moins cher. Donc, vous êtes sur un même budget. Par contre, vous avez une plus grosse taxe foncière et un loyer qui est plus bas. Vous serez plutôt aux alentours de 500 euros. 500, 150 euros si vous les respectez, bien sûr, si vous respectez l'encadrement des loyers. Oui, mais on respecte aussi à Paris, donc on respecte à Lyon. On respecte à Lyon. On part du principe qu'on respecte les deux. Et il faut respecter. Donc, du coup, simplement, voilà, en faisant ce calcul-là, on se rend compte que, OK, à Paris, à Lyon, c'est que 6 000 euros le mètre carré. Sauf que sur une plus grande surface, vous allez acheter une plus grande surface. De 1, vous allez le louer moins cher. Et de 2, comme c'est une plus grande surface, votre loyer au mètre carré va être plus faible. En gros, votre prix d'acquisition, ce sera toujours le même. C'est pour ça qu'on dit à Paris, souvent, c'est 10 000 euros le mètre carré. Et il se trouve que c'est assez vrai. C'est-à-dire que ça soit un 12 mètres carrés, un 15 mètres carrés, un 25 mètres carrés ou un 30 mètres carrés, voire un peu plus grand, grosso modo, vous aurez des petites variations, mais qui ne sont pas majeures, autour d'un prix moyen. Par contre, votre loyer, lui, du coup, lui, il n'est pas linéaire. C'est-à-dire, votre loyer, il n'est pas linéaire. C'est-à-dire que chaque mètre carré supplémentaire que vous allez louer ne vaut pas. Voilà, si imaginons que vous avez loué un 10 mètres carrés à 500 euros, il se trouve que vos 20 mètres carrés ne sera pas loué 1000 euros. Vous ne faites pas x2. Et votre 30 mètres carrés ne sera pas loué 1500 euros, etc. Donc ça, c'est dû à la réglementation justement d'encadrement des loyers. C'est la réglementation de l'encadrement des loyers, mais même indépendamment de l'encadrement des loyers, le prix au mètre carré baisse quand on augmente la surface. Donc vous avez un prix du nombre de pièces également. Exactement, du nombre de pièces. Si on prend très grand, là, si on parle d'un 60 mètres carrés, un 60 mètres carrés à Paris, ça vaut pas 6 fois, il ne sera pas loué 6 fois le prix d'un 10 mètres carrés à Paris. Sauf que le montant du budget d'investissement sera à peu près le même. Donc du coup,
c'est mathématique, vous allez être beaucoup moins rentable. Donc, en fait, sur les petites surfaces, vous touchez un budget, un loyer minimum. En fait, c'est-à-dire le budget à partir duquel les gens sont prêts à se loger par exemple, dans ce cas-là, sur Paris, mais c'est valable dans n'importe quelle ville. C'est-à-dire, dans une ville, si vous offrez un logement, par exemple, à Paris, à 500 euros, tant qu'il respecte bien évidemment les règles de décence, ce qui est très important, euh, vous allez pouvoir le louer parce que c'est le budget à partir duquel les gens sont prêts à le louer. Et donc, du coup, vous allez comme ça atteindre une rentabilité qui peut être beaucoup plus importante du coup sur les petites surfaces. Et un des points, je pense, qui serait aussi intéressant de parler, c'est les tantièmes et les pourcentages de copropriété. Exactement. C'est qu'en plus de ça, c'est une question mathématique tout simple, hein, c'est que quand vous avez un appartement, un petit studio qui fait, on va dire, 15 mètres carrés, vous avez en général, on va dire, entre 1 et 2% de la superficie globale du bien. Vous savez, quand on est propriétaire dans une copropriété, chaque propriétaire est propriétaire d'un pourcentage, d'une partie de l'immeuble. Plus on a de surface, plus on a de pourcentage. On peut avoir, par exemple, pour un 100 mètres carrés, 10, 15%, si c'est un immeuble de 4-5 étages, avec 2-3 appartements par étage, on peut avoir 10% de la surface du bien. Si on est sur un appartement qui fait 12 mètres carrés, on va donc avoir cette problématique qui va être, j'ai 12 mètres carrés, je représente finalement 1%, peut-être 2 parfois, mais souvent 1% de la surface globale du bien. Donc, je vais être responsable à hauteur de 1%. Prenons un exemple tout bête pour que vous compreniez. Si j'ai acheté mon appartement à Lyon et que à Lyon, on décide de refaire le ravalement, j'ai mon 50 mètres, c'était 50 mètres carrés, si je ne me trompe pas. À Lyon? Oui. Non, j'avais pris un 20 mètres carrés. C'est un grand studio. 25 mètres carrés. Je vais avoir un 25 mètres carrés à Lyon. Je vais donc avoir à peu près 5% de la surface globale. Donc, si demain, on doit voter un ravalement, qu'on doit payer un ravalement, parce que l'immeuble doit le faire, un ravalement va coûter environ, ça va dépendre bien sûr de la qualité, ça va dépendre de la taille de l'immeuble, mais ça va coûter environ 100 000 euros, pour vous reprendre un peu schématiquement. En tant que propriétaire de mon 20 mètres carrés à Lyon, je vais devoir payer 5 000 euros. En tant que propriétaire de mon 10 mètres carrés à Paris, qui a beaucoup de petites surfaces et qui a un peu fait différent, je sais que je vais avoir entre 1 et 2%. Donc, je vais payer entre 1 000 et 2 000 euros maximum. Donc, déjà, je vais avoir quand même un vrai écart de prix puisque je vais avoir 3 000 euros de moins à débourser. Et on peut parler comme ça avec, pareil, si j'extrapole, on va prendre un appartement à Marseille, on peut avoir à peu près dans certains quartiers pour 70 mètres carrés. Ouais. On va avoir également cette problématique. Donc finalement, plus on achète petit, moins on a de tantièmes, moins on va payer cher. Et même, plus on a une obligation un petit peu morale de voter oui à toutes les propositions qui sont faites lors de l'Assemblée générale, puisque chaque amélioration de l'immeuble, rénovation des boîtes aux lettres, rénovation de la cage d'escalier, ravalement, j'ai même envie de dire pose d'un ascenseur, ça peut que apporter de la valeur au bien, sans avoir d'impact réel. J'ai des souvenirs d'une transaction d'un appartement à côté de Bastille où c'était un 13 mètres carrés et la propriétaire avait 0,6% de centièmes. Donc, autant dire que elle, le ravalement, elle le votera avec plaisir, elle sera contente d'y participer parce que si ça coûte 100 000 euros, elle n'en aura que 600 euros à débourser et que le jour où il décide de refaire les parties communes et qu'il y en a pour 15 000 euros, vous comprenez qu'elle aura 90 euros à payer. Ce n'est pas ça qui va la déranger. Mais pour autant, son bien va prendre beaucoup de valeur. Donc, à la fois en rentabilité, je sais que forcément, si je déduis toutes ces charges de copropriété, je vais avoir peu à payer parce que quand on a pas grand-chose, forcément, ça va aider. Mais en plus, je sais que je vais pouvoir profiter de la vie de l'immeuble. Mon bien ne va pas du tout se déprécier. Ou s'il s'apprécie, ce sera sans avoir d'impact sur mes finances. Et ça, c'est quelque chose qui est grandement appréciable. L'autre point, bien sûr, c'est que les charges sont extrêmement faibles, puisque quand on n'a que 1% de l'immeuble, on va avoir des charges qui vont être de 25, 30, 40 euros par mois, grand maximum. Alors, bien sûr, le locataire va payer tout ou partie, mais c'est quelque chose que, quand on fait un calcul de rentabilité nette, on va utiliser en déduction du montant de rentabilité, du taux de rentabilité. Et donc, forcément, plus ce montant est bas, plus on va pouvoir avoir une rentabilité haute. Et c'est ça qui est vraiment important de calculer, c'est de prendre la rentabilité nette comme valeur étalon. D'ailleurs, quand vous regardez sur le site de Beanstock, tous nos biens, on vous montre la rentabilité nette pour que vous puissiez comprendre. On pourrait vous montrer des rentabilités brutes, mais ça n'aurait pas de sens, parce que, comme on vient de l'expliquer, si je me présente un bien
qui peut avoir à Paris même des rentabilités brutes très importantes. Si je prends l'exemple d'appartements qu'on peut acheter pas cher dans le 13e arrondissement, dans des tours, on va avoir des prix au mètre carré aujourd'hui à 7 000 euros, 8 000 euros du mètre carré pour un 30 mètres carrés. Donc on peut dire que c'est super intéressant. Donc, si je fais le ratio, super, je vais avoir un loyer je vais pouvoir le louer 900 euros, 1000 euros cet appartement. Je suis en 13e, je suis près des facultés, je suis près de Tolbiac, donc j'aurai forcément des locataires. Magnifique rendement brut. C'est génial, c'est génial. Sauf que je vais avoir des charges d'à peu près 250 euros par mois. Donc, d'un coup, on va dire que le rendement brut va être le net va être moins intéressant. Donc, c'est pour ça qu'il faut, indépendamment de Beanstalk, quoi qu'il arrive, toujours réfléchir et raisonner en rentabilité nette. Et c'est pour ça que quand vous faites ce raisonnement, vous voyez que acheter des petites surfaces à Paris est quelque chose de très pertinent. Je te laisse continuer. Du coup, le choix, on en revient toujours, c'est le choix de la sérénité. C'est le choix de la sérénité. Quelqu'un qui veut faire un choix serein, surtout notamment, je pense aux primo-investisseurs, investir à Paris sur une petite surface, c'est vraiment faire un choix de la sérénité. Donc pour tous les points que tu as évoqués. Et finalement, tu parlais des tantièmes, c'est aussi la sérénité que demain, on ne va pas venir vous demander 10 000 euros pour refaire la façade. C'est ça. On peut vous demander 700 euros, 800 euros. Voilà. Ça va aller. On va vous demander un mois de loyer et vous aurez une façade toute neuve. Vous n'aurez peut-être même pas vous en rendre compte le jour où ça va sortir de votre compte. Dans 6 mois, quand vous allez passer devant l'immeuble, tiens, vous allez vous rendre compte que l'immeuble il a été refait à neuf et que du coup, votre bien, il a pris de la valeur. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Est-ce qu'on ne regarderait pas où un petit peu les différents quartiers en fonction des différentes stratégies d'investissement? J'ai vu qu'on avait aussi une question là-dessus de Marie Alban sur quels sont les arrondissements intéressants. Donc, je pense que ça serait intéressant qu'on s'y penche. Oui, bien sûr. De prime abord, j'ai envie de te dire il n'y a pas de mauvais arrondissement. Ça, on est d'accord. À Paris, les arrondissements, tout Paris est en situation de forte tension locative. Après, pour répondre à Marie Alban, c'est vraiment une question après de choix, de stratégie d'investissement. Si on veut acheter un investissement très patrimonial, on va acheter des biens dans le centre de Paris, dans le premier, deuxième, dans le cinquième, on va avoir des biens qui vont être d'une valeur importante. On sait que ça ne pourra jamais se déprécier, ça va ne faire que monter. Si on veut faire des investissements, je vais dire risqué, mais c'est risqué à l'échelle de Paris. Ça veut dire avec un risque extrêmement faible. Mais vouloir aller sur des quartiers qui vont être plus en mutation, des quartiers qui ont connu justement des progressions et qui vont connaître des progressions, on va se diriger dans des arrondissements comme le 18e arrondissement. On peut dire tout le 18e arrondissement. Ouais. On va avoir le 11e, le 10e, toute cette partie un petit peu est-nord-est. Le nord du 17e. Le nord du 17e, bien sûr. Mais en même temps, si on prend des biens qu'on va avoir, qu'on a pu avoir ou qu'on a encore sur notre plateforme, dans le 16e arrondissement, vers Aix-Elmans et compagnie, ce sont aussi des quartiers très pertinents. Donc, c'est compliqué, Marie-Alban, de dire l'arrondissement où il faut aller, c'est ça. C'est plus quelle est votre stratégie. De la même façon, dans un arrondissement, il y a tellement de coins différents. Tout à l'heure, je parlais du 13e avec les tours. Ce n'est pas la même stratégie d'investissement. C'est une mauvaise stratégie d'acheter dans une tour. Mais si vous voulez acheter un appartement dans la butte aux Cailles, ça va être un petit peu différent. Ça va être un choix plus patrimonial. Donc, c'est vraiment une question de qu'est-ce que je veux faire, quel est le budget que je veux mettre, quel est mon choix. Mais sincèrement, il n'y a pas de mauvais choix d'investissement à Paris. Après, ça va être plus se faire plaisir, avoir un appartement dans un beau quartier. Ça va être le choix que vous voulez avoir sur le type d'immeuble. Est-ce que cet appartement, vous voulez transmettre à vos enfants dans 25 ans? Ou est-ce que vous dites, j'ai envie de le revendre dans 10 ans, j'ai envie de le revendre dans 20 ans, de faire une plus-value? Là, effectivement, vous allez peut-être plus partir sur certains quartiers du 18e, par exemple. C'est ça. Vous avez encore des très beaux immeubles haussmanniens. Il ne faut pas croire que vous avez des très, très beaux immeubles, de très, très belles copros dans le 18e. Acheter un très bel immeuble à côté du métro, à côté de l'A4, par exemple, qui va vous emmener à Châtelet en 15 minutes, dans un bel immeuble haussmannien, dans un quartier qui est en transformation, avec les JO 2024 qui arrivent, avec des gros projets de rénovation. En fait, ça fait sens. Ça fait très sens. Tout comme ça peut faire sens d'aller acheter dans le 16e arrondissement un investissement où on va peut-être perdre un demi-point de rentabilité. Mais c'est un autre bien, c'est un bien un peu plus patrimonial dans son portefeuille. Donc, ça dépend beaucoup de la stratégie aussi d'investissement et des opportunités de marché aussi, tout simplement. On ne décide pas toujours de la rue exactement où on va vouloir aller investir. En général, ça va être très difficile.
Il y a aussi des choix. Je pense qu'il est important, c'est de définir ces critères, des raisons de l'investissement. Ils vont du coup d'en découler des critères et ensuite de saisir la bonne opportunité. D'ailleurs, vous pouvez le voir sur le site, la plateforme de Binstock. On va avoir des appartements qui sont justement dans le 11e, dans le 18e, mais également dans le 16e, dans le 9e. On a pu avoir des biens également au plein cœur du Marais. Tout dépend de votre stratégie et des opportunités. Donc, je peux que vous conseiller de ne pas vous limiter. Honnêtement, si vous vous limitez, je peux comprendre, hein, c'est plus une question de connaissance, de peur, de réassurance, mais tout sera intéressant. Clairement, on en parle souvent, on en rigole, on part du principe qu'un quartier devient louable à 100% quand il y a un Naturalia ou un Biocoop qui s'installe. Bah, vous avez dans Paris, des Naturalia partout. Si vous allez dans le 18e, dans des coins qu'on peut estimer pas extraordinaires comme Marx-en-Moy, bah, vous avez entre Marx-en-Moy, la rue du M, la rue du Poteau, vous avez 4 Naturalia. Donc on sait que ce sont des coins qui sont de plus en plus courtisés, de plus en plus souhaités. Et donc, on n'a pas vraiment de crainte sur la location. Il faut vraiment se mettre ça en tête. Il y a un mauvais choix d'investissement qui va être acheté dans une tour. On va avoir plus de difficultés en termes de rentabilité sur des immeubles années 70 qui sont plus élevés en charge et qui sont plus impactants sur la rentabilité. Mais dès lors qu'on a des immeubles anciens ou simplement avec faible charge, on peut aller partout. Ce que je te propose, c'est qu'on a beaucoup de questions. Oui, on a beaucoup de questions. Il nous reste et surtout des questions très pertinentes. C'est surtout ça qui me fait plaisir. On ne va pas pouvoir répondre à tout, je pense. Mais on va pas en regrouper certaines. Je vois notamment un thème qui revient pas mal, c'est le. Alors, juste la question de Myriam, parce qu'elle vient de popper. Vos biens parisiens sont-ils off-market? La quasi-totalité de nos biens sont off-market. L'objectif, c'est justement de pouvoir vous proposer des solutions d'investissement en priorité et de manière officielle. Il faut savoir qu'un bien qui est sur la plateforme n'est pas un bien juste qu'on nous a envoyé. Aujourd'hui, on a à peu près, je sais pas, ça c'est plus toi qui sais, mais entre 5 et 10% des biens qui nous sont proposés qu'on accepte et qu'on met sur la plateforme. On est plus à 2%. 2%, bah voilà, j'étais un petit peu plus ambitieux. Non, on est assez exigeant. Donc, on est à 2% des biens qui sont sur la plateforme. Donc, quand un de nos partenaires nous envoie un bien, bien sûr qu'on sait, nous, qu'on va pouvoir justement proposer à nos clients, mais on ne veut pas proposer de biens qui ne sont pas pertinents et qui seront négatifs surtout pour vous. Ce qu'il faut savoir d'ailleurs pour ça, c'est qu'on garantit les loyers pendant 1 an. C'est pour ça qu'on est aussi exigeant, notamment sur les choix des appartements qu'on vous propose. Mais aussi, si on est exigeant et qu'on vous garantit les loyers pendant 1 an, une fois que vous avez acheté, c'est parce qu'on est convaincu que le bien sera loué extrêmement rapidement au loyer qu'on a défini et que vous aurez donc cette fameuse sérénité que vous êtes venu chercher en achetant chez nous. Exactement. J'espère que c'était une réponse à la question. Je pense que c'était une très bonne réponse. Et on a plusieurs questions qui tournent autour du même thème sur les passoires thermiques. Du coup, est-ce que les passoires thermiques vont faire baisser le marché? Quel est l'impact des DPE F et G? Le mot passoire thermique définit effectivement les biens dont le DPE, ça veut dire les diagnostics de performance énergétique. C'est un diagnostic qui est obligatoire lors de la vente, la transaction d'un bien immobilier. Et d'ailleurs, c'est également le cas lors de la location. C'est-à-dire que vous devez communiquer votre diagnostic, votre DPE à votre locataire lorsqu'il signe son bail. Donc les DPE F et G sont effectivement les moins bonnes notes, on peut le dire, et c'est pour ça qu'on les appelle des passoires thermiques, car ça nécessite beaucoup d'énergie pour habiter l'appartement. Il y a beaucoup de déperditions énergétiques qui vont venir de différents facteurs, de l'isolation, du manque d'isolation, que ce soit de la toiture, le sol, les fenêtres, du simple vitrage, un manque d'isolation, une VMC, par exemple, au niveau du renouvellement de l'air. Il y a différents critères et effectivement aussi le mode de chauffage. Effectivement, il y a la loi du coup qui est en place, qui interdit petit à petit la mise en location. Alors, on a déjà plus le droit d'augmenter le loyer sur les biens loués en DPEG. Bientôt, en 2025, ils seront interdits. Ils sont carrément interdits à la location. En tout cas, c'est ce qui est prévu par la loi. Ouais. S'en suivront ensuite les DPE-F. Et après les années 2030, au cours des années 2030, le DPE-E. Ça, c'est loin. Mais ça, c'est loin. Ça, on a quand même de 10-15 ans, on a le temps. Concentrons-nous sur G et F qui sont déjà la priorité. En gros, est-ce que les prix baissent? Non. Les prix ne baissent pas parce que
Il y a toujours eu des passoires, enfin, les fameux F et G, ceux qui se vendaient il y a 5 ans, ceux qui se vendaient il y a 2 ans, ceux qui se vendaient il y a 6 mois, c'était toujours les mêmes et c'est toujours cela. Donc, ils sont toujours en vente. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point là-dessus, c'est que, parce que j'ai une autre question sur laquelle je voulais reboucler, c'est est-ce qu'il y aura des opportunités? Alors oui, des fois, il peut y avoir des petites opportunités de négocier si votre vendeur est un petit peu pressé et que lui-même sait qu'il ne va pas pouvoir louer, qu'il n'a pas les moyens de faire les travaux. Parce qu'il faut comprendre un petit peu la dynamique de pourquoi les gens vendent par exemple un F et un G. C'est pas parce que on ne peut pas remonter le diagnostic, c'est pas parce que ça coûte excessivement cher. Ça a un coût, simplement. Ça a un coût. Ça a un coût, Ça a un pouvoir coût assumer. et qu'il faut pouvoir assumer. Lorsque vous achetez ces travaux de rénovation, vous allez souvent les faire passer dans votre crédit immobilier. Donc du coup, vous allez beaucoup moins le sentir parce que vous allez simplement faire votre rapport classique pour faire votre achat d'appartement et seront financés ces frais de rénovation qui sont du coup remboursés via vos mensualités de crédit. Quelqu'un qui a acheté son appartement il y a 20 ans, lui, il a fini de le rembourser. Il a son appartement. Et là, il faut qu'il attende que son locataire s'en aille. Puis, une fois qu'il est parti, il va falloir qu'il contacte des entreprises et qu'il dépense peut-être une dizaine de milliers d'euros parce que de toute façon, à partir du moment où il va refaire les murs, si on fait l'isolation, vous arrachez les murs et vous devez repartir grosso modo de zéro. Donc, il va grosso modo, à cause de ça, devoir faire une rénovation globale et donc, du coup, sortir de l'argent en cash. Et cette personne-là, il y a plein de gens qui n'ont pas nécessairement envie de sortir autant de cash et préférons vendre parce que dire voilà, moi j'ai terminé mon investissement, je m'en débarrasse, j'arbitre. Et je vais aller reprendre un crédit ailleurs et racheter un autre bien et repartir sur un nouveau projet d'investissement. Donc c'est pour ça qu'il ne va pas forcément acheter un bien qui ne sera pas F ou G. Non, il achètera d'ailleurs peut-être un F et G. Exactement. Il va pouvoir le faire. Mais via le levier du crédit. C'est ça. Et l'avantage notamment qu'on peut avoir avec Beanstalk, c'est que nous, quand on vous propose un bien, ce bien peut être en F, parfois également en G, mais c'est peut-être plus rare. On va également vous mettre tout de suite dans le prix du projet global le montant des travaux. Notre équipe travaux aura étudié le bien en amont et aura estimé le montant des travaux nécessaires à l'isolation. Ce qui fait que vous savez exactement si ça peut rentrer dans votre enveloppe. Ce n'est pas que le prix du bien, c'est vraiment le prix du projet. Et donc, on peut ensuite travailler avec l'équipe financement pour mettre ça dans votre enveloppe, dans votre crédit, pour pouvoir finalement ne pas sentir tous ces travaux. Maintenant, dire que ça va baisser le prix, clairement non. Bien sûr qu'il y a eu pas sur la petite surface. Non, il y a eu un peu plus. Il y a eu plus de biens qui sont apparus sur le marché en petite surface, mais en fait, on était passé de il y a un bien tous les mois à un bien par semaine, ce qui est, alors je caricature, mais ce qui montre que en fait, la demande est tellement importante et l'offre est tellement faible que même si on double, c'est pas ça qui va avoir un impact sur les prix. Et puis, on va peut-être parler de la loi, la nouvelle loi qui est passée cet été à la rentrée sur la protection du pouvoir d'achat, qui finalement veut protéger les locataires, et c'est une très bonne nouvelle, mais qui du coup va aussi faire en sorte que les DPEF, que plein d'appartements DPEF et G ne vont surtout pas baisser, mais vont voir limite, en fait, vont prendre en valeur. Pourquoi? Je m'explique. Cette loi, qu'est-ce qu'elle dit? C'est une loi de protection du pouvoir d'achat. Il y a un volet sur l'aspect immobilier et qui interdit dans toutes les zones où il y a des compléments de loyer de mettre pour certains logements, d'appliquer un complément de loyer. Donc, ces critères, il y a notamment effectivement le fait que ça soit des DPEF et G, ça tombe bien, mais on est là pour faire la rénovation, c'est tout à fait normal. C'est-à-dire qu'un logement soit décent et agréable à vivre. On peut dire, vous n'allez pas mettre un complément de loyer dans un appartement dans lequel il n'est pas agréable de vivre. Donc, les critères, ça va être effectivement que ça soit une passoire thermique, si vous avez une électricité qui n'est pas aux normes, si vous avez des problèmes d'humidité, si vous avez une luminosité qui est insuffisante, si vous avez eu des infiltrations d'eau récemment. Et la plus importante, c'est le vis-à-vis. C'est-à-dire que si vous n'avez pas 10 mètres de vis-à-vis sur votre appartement, vous n'avez pas le droit d'appliquer un complément de loyer. Le problème, c'est qu'à Paris, le 10 mètres de vis-à-vis, il est très dur à trouver. C'est-à-dire que tous vos biens, par exemple, tous les biens qui vont être sur cours, généralement, un bien qui donne sur cours n'a pas 10 mètres de vis-à-vis. C'est rare d'avoir des appartements avec une cour qui fait plus de 10 mètres. Les rues parisiennes sans place de stationnement, qui sont toutes simples, sens unique, qui sont très nombreuses, notamment dans le cœur de Paris. Une rue à sens unique, ça fait moins de 10 mètres. C'est ça, c'est automatique. C'est des vis-à-vis de 5-6 mètres, donc forcément, c'est injouable. Et donc, tous ces appartements-là, entre guillemets, ces appartements-là, ils sont sortis du marché, vous n'avez plus le droit de mettre de complément. Donc, finalement, ceux qui vont être éligibles au complément, c'est-à-dire ceux qui ont plus de 10 mètres, etc., ça devient des appartements très rares. Nous, c'est les seuls appartements qu'on propose chez Beanstalk. C'est-à-dire des appartements où on ne peut pas mettre de complément, on ne les propose pas. On propose uniquement des appartements sur lesquels il est possible de mettre un complément de loyer.
parce que du coup, nous, il se trouve qu'on fait du meublé, on va mettre des équipements supplémentaires, etc. Et sur ces appartements, vous avez des appartements qui sont très rares sur le marché. Donc, le fait qu'ils soient F et G, c'est plus du tout un sujet. Ce n'est plus du tout un sujet parce que ça vient qu'ils sont des biens qui sont très rares. Et donc, du coup, c'est des biens qui sont très rares. Donc, le prix ne va pas baisser. Le prix est d'ailleurs en train d'augmenter sur ces biens-là. Ils sont difficiles à trouver. Et bien sûr, après, ça sera la partie travaux de s'occuper de faire la rénovation énergétique et de le remonter sur un DPE ou un DPED pour être serein pour les 10 prochaines années à venir. C'est ça. Donc, Benoît, Pierre, quand je comprends votre question, hein, qui j'attends un petit peu que les prix baissent et de trouver la bonne opportunité, attention à ça. Ce n'est pas le fait que les biens soient des passoires thermiques qui fait que vous allez pouvoir bénéficier de prix moins chers. Si c'est moins cher, c'est qu'ils ne peuvent pas donc avoir ce complément de loyer. Donc, ce sera moins rentable pour vous. Et alors, ce n'est pas du tout le sujet, mais plus vous attendez, plus les taux, vous exposez à des taux d'intérêt qui montent. Donc, finalement, si même vous trouvez une opportunité qui sera légèrement inférieure à ce que vous pouvez avoir maintenant, bah forcément, vous allez peut-être avoir tout ce gain répercuté sur les taux d'intérêt. Donc, ce n'est pas pertinent pour autant. Voire ne plus être finançable. En plus. Alors, on va regarder. J'avais une question. Est-ce qu'on peut acquérir avec Beanstalk louer en LCD? Vas-y, c'est une question importante. Alors, ça, c'est une question importante. Vous pouvez acquérir avec Beanstalk, effectivement, sans problème pour louer en courte durée. Alors, pas, quasiment impossible à Paris, hein, la réglementation. Alors là, on parle sur Paris, donc sur Paris, non, grosso modo. Il y a une réglementation très spécifique sur Airbnb. Je pense que ce n'est pas le thème du webinaire. Je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails. Mais il y a un principe de compensation, etc. C'est quasiment impossible pour de l'investissement locatif, hein, je parle hors résidence principale, de faire de la location Airbnb à Paris. Cependant, dans les autres villes de France où il est possible de faire du Airbnb, effectivement, c'est tout à fait possible d'acheter chez Beanstalk et ensuite de l'exploiter en location courte durée. Alors, la question de Marie-Hélène, j'ai un petit peu de mal à comprendre. Marie-Hélène, moi j'ai compris. Mais si vous voulez acheter encore à Paris, si vous allez acheter à Paris ou si vous allez acheter hors de Paris. Marie-Alban, du coup, pour expliquer un petit peu à tous les participants, si je comprends bien, Marie-Alban souhaiterait acheter sa résidence principale à Paris, acheter un appartement à Paris, j'imagine sûrement un T2, et elle pense qu'elle va déménager sous les 3 ans. Donc, du coup, son appartement, ensuite, elle le mettrait en location. Donc, elle se pose la question de est-ce qu'il vaut mieux que j'achète ma résidence principale aujourd'hui, mon T2, imaginons le T2 de 40 mètres carrés à Paris, c'est genre. Elle dit que c'est ça, c'est bon. C'est exactement ça. Moi, je n'avais pas très bien compris, mais heureusement que tu es là. Donc, le T2 de 40 mètres carrés, elle va acheter un T2 de 40 mètres carrés, c'est souvent un petit peu la surface lors du premier achat à Paris. Donc, vous achetez votre T2 de 40 mètres carrés, elle va l'acheter, au bout de 3 ans, elle va le mettre en location, puis elle va partir ailleurs. Ou est-ce qu'il vaut mieux, finalement, continuer à payer son loyer et acheter un studio ou 2 et directement les exploiter en investissement locatif? C'est une très bonne question. C'est vraiment une très bonne question qu'on a souvent. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il vaut mieux, acheter sa résidence principale, faire un investissement locatif? Moi, je pense que la réponse, déjà, la question qu'il faut se poser toujours, c'est est-ce qu'on est en capacité d'acheter sa résidence principale dans laquelle on a envie de vivre? C'est ça, exactement. C'est-à-dire que le sujet. Actuellement, si vous arrivez à vous louer un 50 mètres carrés, c'est très peu probable à Paris, en général, quand on est capable de louer un 50 mètres carrés, d'être capable d'acheter un 50 mètres carrés. En fait, la question, c'est avec 1 200 € de mensualité, combien tu peux emprunter? Avec 1 200 € emprunter avec un apport de 15%. À peu près 230. Non, aujourd'hui, on a 200 000 €. Ouais, dans le meilleur des cas. Ouais, donc, avec 200 000 €, imaginons que vous ayez un apport de 50 000 €, ça vous fait 250 000 €. Avec ça, vous allez pouvoir acheter, sans même tenir compte des frais de notaire, des travaux, etc., à peu près un 20 mètres carrés. 22 mètres carrés. Avec 1 200 €, peut-être que vous n'allez pas avoir un 50 mètres carrés, quoique il y a quand même des quartiers où vous pouvez potentiellement, mais vous allez pouvoir largement avoir un 35-40 mètres carrés sans trop de difficultés, à part la difficulté d'avoir votre dossier accepté. Mais ça, c'est Paris, c'est ça qui fait son charme. Mais donc, en fait, c'est vraiment la question que vous devez vous poser à Marie-Alban, c'est qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux être propriétaire à tout prix en ayant un tout petit appartement, ou est-ce que je préfère profiter de mon quotidien dans un quartier que j'aime avec une superficie cohérente, et à côté, justement, faire des investissements, m'enrichir avec de l'argent que je vais placer, finalement, qui vont me rapporter entre 8 et 11% par an, parce que c'est ça l'investissement locatif. Ouais. Moi, j'ai ma réponse. Après, c'est à vous vraiment. C'est quand même un apport qui est plus important. C'est beaucoup d'argent. C'est une épargne qui disparaît. C'est une épargne qui disparaît. Et de deux, finalement, si on y est là pour y vivre que 3 ans, c'est un investissement.
C'est un investissement locatif. Parce que sur les 20-25 ans du montant de l'emprunt, alors si vous êtes en résidence principale, vous obtiendrez peut-être 25 ans. C'est-à-dire sur les 22 années restantes, ça sera un investissement locatif. Sauf qu'il aura été choisi sur la base d'une résidence principale, donc en dehors de tout calcul de rentabilité. On l'a vu tout à l'heure, la rentabilité entre un 40 mètres carrés, sûrement voilà, un 40 mètres carrés, parce que on va aller habiter dans un 40 mètres carrés dans le 15e, ou un 16 mètres carrés dans le 17e, par exemple, ne sera pas du tout la même. Et sur 20 ans, l'écart va vraiment se faire sentir. C'est-à-dire l'écart va vraiment se faire sentir. Donc, en tout cas, c'est une question qui est assez personnelle. Mais si c'est pour 3 ans, en tout cas d'un point de vue financier, si on enlève l'émotionnel, c'est pas rentable. Il vaut largement mieux acheter du coup des appartements et le concevoir, penser le projet directement pour l'investissement locatif plutôt qu'acheter sa résidence principale et partir au bout de 3 ans, sachant tous les frais que ça va engendrer. C'est ça, c'est qu'on pense toujours, on se dit c'est bon, même si Paris ne prend que 8-10%, j'aurais déjà fait 8-10% de plus-value en 3 ans. Il faut penser aux frais de notaire, il faut penser aux frais du crédit, il faut penser aux travaux, à la taxe foncière, aux charges de copropriété, qui sont forcément impactants. Donc, Marie-Gabane, on ne peut pas trop vous aider sur la réponse. Enfin, en tout cas, on a fait de notre mieux. C'est un choix personnel. Si vous avez une volonté d'acheter pour pas longtemps, on vous conseille de faire un investissement. Je pense que l'idéal, ça serait qu'elle prenne n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec un de nos experts qui pourra faire avec vous les simulations pour voir ce qui est le plus pertinent dans votre cas. Pareil. Alors, pour le coup, je pense que là, on a un petit peu dépassé, même grandement, 14 heures. Donc, Déborah et vous autres, à qui on n'a pas eu le temps de répondre, je crois Gian qui nous demandait le prix, l'investissement minimum, l'investissement qui est minimum pour investir à Paris. Tout ça, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Justement, le petit bouton pop-up va s'afficher pour que vous puissiez prendre rendez-vous. Nos experts vont pouvoir répondre à toutes vos questions, puisque, pareil, Déborah, c'est une question que vous posez sur est-ce qu'il faut faire un investissement plus en province ou à Paris. Il y a beaucoup d'éléments, c'est très personnel. On ne peut pas vous donner une réponse comme ça qui est objective. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Si on peut juste repartager le petit lien qui est là. C'est ça, hein? Non, pas du tout. Donc, on va voir si ça peut être envoyé. Vous allez recevoir un lien pour, du coup, je crois qu'ils l'ont déjà reçu. Vous l'avez déjà reçu. Vous avez vu un petit lien si vous voulez prendre rendez-vous, du coup, pour analyser des situations du coup de manière plus individuelle. Nos experts sont là, ils vont pouvoir répondre à toutes vos questions, vont pouvoir vous accompagner. On peut, en tout cas, on espère qu'on a pu vous donner toutes les clés pour pouvoir acheter à Paris. Et en tout cas, si vous aviez des doutes, pouvoir foncer. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de Winstock pour pouvoir voir toutes les opportunités, à la fois à Paris. Vous verrez, comme je vous l'ai déjà dit, que c'est assez disparate. On a également des biens qui sont dans le Grand Paris avec des taxes foncières, par contre, intéressantes. Ça dépend des villes. Surtout. Mais on a également des biens dans d'autres villes. L'idéal, c'est que vous puissiez prendre rendez-vous, que vous parliez avec un de nos experts et qu'on puisse vous accompagner au mieux dans votre projet. J'espère que c'était intéressant pour vous. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, je ne sais pas, à écrire par mail ou autre, ou simplement, comme j'ai dit plusieurs fois, à prendre rendez-vous. Oui, à prendre rendez-vous. Et puis nous, on se retrouvera bientôt, je pense, pour un prochain webinar sur une nouvelle ville de France. Très bien, avec plaisir. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.